Life is beautiful. I'm enjoying it. Good to see you. Ça a été quoi ta vie au Cameroun, de l'adolescence à l'âge adulte, jusqu'à que tu partes en fait? C'était une vie pleine d'émotions. C'était une vie d'un enfant frustré. Je crois à l'âge de 9 ans, on s'est retrouvé forcé à faire des travaux physiques très, très difficiles, dont notamment le sable, travailler Les mines de sable. Ouais. dans les carrières de Moi sable. j'ai filmé dans les mines de coltan en République démocratique du Congo, je suis allé voir les creuseurs. Tu peux lui demander s'il a amené de quoi manger aujourd'hui? mwazanye ikinono kuri umunsi byo mwariyemo ils ont mangé des pommes de terre. Et ils ont de l'eau pour boire ou pas? Est-ce que mufite amazi non ils n'ont pas d'eau. Est-ce qu'ils ont peur quand ils travaillent ici? Est-ce que mufite ubwoba bwo kuba mwakoramo? Donc ils n'ont pas peur. Donc je me suis toujours demandé comment ça s'était passé pour toi dans les mines de sable. À quoi elle ressemblait ta journée? Qu'est-ce que tu faisais? Au départ, on était des assistants, il fallait aider. Parfois, puisqu'on pouvait pas, on n'avait pas assez de force pour faire ce travail à temps plein. Alors, on devait être des assistants pour des travailleurs, essayer un peu, histoire d'apprendre. Et aussi, en même temps, si quelqu'un veut de l'eau à boire, si quelqu'un veut une course, tu dois l'assister. Mais il fallait aussi quand même s'y mettre. Et à partir d'un moment, on devenait un peu plus fort, peut-être à l'âge de 10 ans, 11 ans, on a un peu plus d'expérience. On peut porter une demi-pelle et lancer à une distance de 1 mètre, 2 mètres. Donc, on y travaille, tu vois. Et fort heureusement, côté physique, j'étais un peu avancé par rapport à mon âge. Donc, ça joue un peu... Parce qu'à l'âge de 9 ans, je ne ressemblais pas à un enfant de 9 ans. Ma force n'avait rien à voir avec celui d'un enfant de 9 ans. À la longue, je suis devenu professionnel, quoi. À l'âge de 13 ans, 15 ans, j'étais professionnel. Je faisais toute la chaîne. Déplacer, retirer dans l'eau ou creuser dans des montagnes. Je faisais tout ça. Vous étiez beaucoup d'enfants à faire ça? Tu te rappelles ou pas? Au départ, non. Au départ, déjà à cet âge, on était les seuls. Mon frère et moi, nous, on était les seuls. Après, à un certain niveau, peut-être à partir de 13 ans, 15 ans, il y avait des enfants qui avaient besoin d'un peu d'argent, même pour leur argent de poche. Donc, ils venaient. Mais là, ils venaient pour apprendre, pour commencer à zéro. Le travail des enfants, notamment dans les mines, c'est interdit normalement. Est-ce que, avec le recul, tu te rends compte à quel point la vie que tu as eue dans ces mines, c'est pas normal pour un enfant? C'est pas normal pour un enfant, mais je ne vais pas dire que c'est interdit parce que s'il fallait refaire, je devais le faire. C'était ma seule option. Ce n'était pas comme une punition, on n'avait pas le choix. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris de ça. Non seulement ça m'a aidé à cette époque, mais ça m'a quand même aussi forgé dans la vie. Tu vois, à cet âge, j'ai aussi appris à gagner de la sueur de mon front, tu vois, de par mes efforts. Même si c'est un parcours qui a été très difficile et que je n'aimerais pas revivre ça, je reconnais tout de même que ça m'a apporté plus dans la vie que toute autre chose. C'est quelque chose qui continue à m'alimenter jusqu'à aujourd'hui. Donc, C'est très bien. Je voulais juste revenir un petit peu sur le moment où tu as décidé de quitter le Cameroun. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Est-ce que c'était la vie qui était trop difficile dans ton pays ou tu avais des motivations qui étaient différentes pour te dire bah, je vais tout risquer et rejoindre un pays en Europe? La vie était difficile, certes, mais pour mon cas particulièrement, j'avais toujours eu un rêve. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un rêve, c'était de faire des sports de combat. Et je pense que c'était à l'âge de 13 ans que j'en ai tiré ma révélation, que ça devait être de la boxe, parce que c'était le sport qui me permettait non seulement de faire ce que j'aimais le plus, qui était tout ce qui était en rapport avec la force, mais aussi qui était quand même structuré, tu vois. Combattre dans une discipline est complètement différent du contexte de combattre, se bagarrer dans la rue ou au quartier ou dans un bar. Et là, d'un autre côté, tu peux faire la même chose et avec quelqu'un de professionnel et dans un cadre sécurisé, tu vois. Donc, et gagner de l'argent, gagner ta vie, c'était beau, quoi. Du coup, tu te rappelles du chemin que tu as fait? En fait, tu es passé par le Maroc, c'est ça?
Oui, je suis quitté du Cameroun, j'ai fait le Nigeria, Niger, Algérie, Maroc. Et c'est au Maroc où j'ai passé presque un an au Maroc. La sécurité là-bas, elle est énorme, des deux côtés, du côté marocain comme du côté espagnol. Donc ça m'a pris un an et Ouais. Et donc du coup, tu as fait partie des gens qui escaladaient les grillages pour pouvoir passer ou comment j'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai essayé à plusieurs fois, je me suis fait déchirer par des barbelés un peu partout. Ça a failli me sortir les intestins, mais c'est hyper dangereux, ouais. après j'étais plus confiant sur la Méditerranée aussi parce qu'il y avait moins de barbarie sur la Méditerranée. J'étais susceptible d'être plus brutalisé parce que vu mon physique, quand on vous attrape à la barrière, les plus grands de taille sont automatiquement considérés comme des leaders. Et les sorts, Dieu seul les viendra en secours à partir de ce moment. Ça t'arrive de voir passer parfois sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a souvent des gens qui essayent de passer en Espagne, à Melilla, etc. Et on voit des centaines de réfugiés, de déplacés qui essayent désespérément de rentrer en Europe. Ça te touche quand tu vois ces images? Après que je sois arrivé ici pendant quelques années, j'avais plus envie de penser à ça. C'était une partie de ma vie où je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que je voulais même effacer ou oublier parce que c'était pas beau quand tu y pensais, c'était traumatisant parce que ça m'empêchait parfois de dormir. Après quelques années, tu te rends compte, c'est la réalité et j'ai commencé à être un peu populaire et voilà. C'est mon identité, c'est qui je suis un migrant. On ne peut pas changer, c'est comme ça, voilà. Il a fallu qu'à un moment donné que je fasse face à la situation, que j'accepte et voilà. Et il y a 2 mois et demi, je pense que j'ai vu certaines vidéos qui étaient très choquantes. C'était très choquant. Je pense que j'ai pas pu dormir pendant 2 ou 3 jours après ces vidéos, bien que je savais déjà que c'est la réalité, mais à voir ça comme ça, et c'était récent, c'était encore plus difficile. Quand je vois ça, je me rappelle exactement, je vis cet instant, je vis cette douleur, parce que ce sont des trucs auxquels je suis passé et qui étaient un peu ancrés dans ma mémoire, des trucs peut-être que inconsciemment j'ai essayé d'oublier, je me suis forcé à oublier et que voilà, que c'est toujours là, tu vois. Donc, ouais, j'ai ressenti une grosse colère à ça, une très grande injustice. J'aurais quand même aimé qu'on ait une cérémonie quand même pour les honorer. Et après, pour ce qui pouvait peut-être apaiser le cœur de leurs familles qui ne reverront jamais leurs enfants, pour ceux qui sont morts, tu vois, qui n'ont pas eu la chance de leur dire adieu ou d'avoir une cérémonie de funèbre. Surtout que, tu vois, on sait qu'il y a potentiellement sûrement des centaines et des centaines de Camerounais qui sont décédés pendant la traversée. C'est-à-dire que le bateau a coulé et on sait même pas où est-ce qu'il a coulé. Des milliers d'Africains. Bien sûr. Et ça continue. On n'en parle juste pas, on décide de ne pas en parler, mais on est au courant. Ouais, puisque c'est l'Union européenne qui finance le Maroc pour ça. C'est en ce moment où j'ai décidé de prendre des actions. J'ai fait quelques posts et j'essaye depuis un certain moment. Mon équipe m'aide aussi à entrer en relation avec des organisations qui protègent et qui aident à défendre des migrants. Tu penses que n'y a pas assez de gens qui s'expriment sur ça, des gens connus internationalement? Est-ce que tu penses que les gens devraient en parler plus? On a tous les mêmes liés, l'adversaire il est costaud. Les gens connus, déjà quand tu es connu, c'est que le système a la main sur toi, tu vois, c'est difficile. Et après, certains, ils comprennent vraiment pas, ok, tu as vu une image, c'est choquant, elle est choquante, mais très peu vont vraiment comprendre, tu vois. Tant que tu l'as pas vécu, de toute façon, tu peux pas comprendre ce que c'est. Tu peux pas vraiment comprendre parce que même quand tu l'as vécu, parfois tu as comme impression que c'est un rêve. Tu te dis, mais c'est pas vrai ça.
pourtant tu as vécu, tu vois, donc difficile pour une personne qui n'a pas vécu de vraiment comprendre. Tu savais nager quand tu as traversé? Non. Non, je ne savais pas nager. Et pourtant, j'étais capitaine de mon navire parce que je savais poser le diac, je savais comment ça fonctionne. Et je coordonnais, je savais comment pagayer, organiser, tout. Quand tu as été récupéré par le bateau humanitaire, qu'est-ce que tu as ressenti en fait quand tu es monté sur un bateau qui était entre guillemets sécurisé et tu savais que tu allais sûrement aller pouvoir arriver en Europe en sécurité? À cet instant, je pense que j'ai vu ma vie défiler. J'ai quand même vu ma vie défiler devant moi parce que la plupart des personnes avec qui on était un groupe de 9 personnes et certains ils jubilaient, ils appelaient leur famille. Moi déjà, j'avais pas de téléphone et j'étais assis là et ça m'a percuté que ça faisait exactement 1 an que je suis quitté de chez moi, jour pour jour. Et très vite, je me suis dit, c'est pas un hasard, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spécial dans ma vie. Et je regardais les autres, mais je ne pouvais pas le dire, tu vois. C'est un peu prétentieux de se dire, de penser que tu es spécial, que quelque chose de spécial doit se passer dans ta vie. Mais pourquoi toi, pourquoi pas les autres? Mais je ne pouvais pas l'exprimer, mais je le ressentais. Je savais qu'on était ensemble, mais qu'on n'avait pas le même destin. Tu as senti quelque chose à ce moment-là? J'avais toujours cru, j'ai toujours ressenti ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais renoncé à ce projet. Parce que être au Cameroun et croire à un truc pareil, c'était juste pas possible. Tu vois, à plusieurs fois, j'ai été traité de fou, rien que pour avoir cru. Bon, après, difficile d'en vouloir à ceux-là, parce qu'ils étaient plutôt pragmatiques, réalistes. Mais j'étais un peu fou, quoi. Je sais que tu as une fondation au Cameroun et j'aurais aimé que tu nous en parles un peu. Pourquoi tu as décidé de la lancer et c'est quoi l'objectif avec cette fondation à terme que tu veux faire sur place? Quand on parle de la fondation de Francis, directement les gens ils associent ça au sport. Mais pour moi, c'est un centre social, c'est un centre où les enfants peuvent aller et toucher du doigt quelque chose de concret auquel ils peuvent s'accrocher, avoir une motivation. C'est plus pour un développement personnel que pour un projet sportif, tu vois. On a juste envie de faire croire à chaque enfant que bon, ce que vous voyez à la télé, vous pouvez y arriver, vous pouvez toucher du doigt. Ce qui est votre rêve, vous pouvez y arriver, même si c'est difficile ou plus difficile qu'ailleurs, mais c'est quand même possible, tu vois. C'est ce genre de mentalité qu'on veut juste apprendre aux enfants, les inculquer, faire comprendre à un enfant que tu peux te prendre un coup en boxe, te retrouver au tapis, te relever quand même et gagner le combat. Et même quand tu ne gagnes pas ce combat, finalement, tu es toujours fier après de t'être relevé. Tu vois, ça prend beaucoup de courage et c'est en parallèle avec la vie, tu vois. C'est la même chose. La vie va toujours te donner des coups, t'envoyer au tapis à plusieurs fois, mais il faut juste continuer à te relever. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi que je trouve important. Je ne sais pas combien de temps encore on a, mais je t'ai entendu dire quelque chose de hyper important, je trouve, c'est que on parle souvent de peut-être un jour organiser un UFC en Afrique, etc. Et toi, tu disais que c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Ça serait bien qu'en fait, en Afrique, il y ait une organisation de sport de combat qui organise une compétition internationale avec les pays africains et que ça soit à leur initiative et que ça vienne pas forcément de l'étranger, d'une organisation étrangère. Oui, au fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver au sommet d'un immeuble, il faut commencer par la première marche. Aujourd'hui, s'il y a une organisation, admettons, si l'UFC décide d'aller en Afrique, à quoi ça profite aux Africains? Ce pays-là qui risque de payer des millions de dollars pour accueillir l'UFC, à quoi ça doit profiter à cette population? En octobre 2024, ça ferait 50 ans d'anniversaire de Rambo Indedjengo, Mohamed Ali et George Foreman. Le Congo ou le Zaïre, à l'époque, a dépensé des sommes colossales. À quoi ça a profité à la boxe congolaise? Honnêtement, quand je regarde, pas grand-chose. Chaque pays africain peut avoir
un UFC, son événement, son organisation à l'échelle de l'UFC. On a ce potentiel, on a du talent. Toi, c'est quelque chose où tu te verrais peut-être participer si on venait vers toi? C'est un projet où je suis vraiment engagé à ça. J'essaie non seulement de sensibiliser des pays africains, mais aussi à prendre certaines initiatives pour essayer de développer ça. Parce que je pense que si chaque pays déjà commence à avoir peut-être 5 structures nationales pour le sport de combat, par exemple, ça va engager et motiver beaucoup plus de jeunes qui sont là et qui n'ont rien à faire, qui ont peut-être cette volonté de faire quelque chose. Et ça crée un écosystème. Pourquoi? Parce que le combattant finit par avoir le boulot et peut-être demain, du coup, avec la télé qui va être intéressée, le sponsor aussi va être intéressé, tu vois, ça crée l'écosystème. Cet argent que le gouvernement a investi reste dans le pays et construit quelque chose en lui-même. Ça ne va jamais nulle part et le rendu il est plus grand. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on a un roster tellement large et on est tellement développé dans ce sport qu'on peut faire ce qu'on veut. Et avec le recul, ça pourrait aussi empêcher que des jeunes Camerounais ou des jeunes issus de plein de pays africains veuillent prendre tous les risques pour rejoindre un pays européen, pour vivre leur rêve d'être un sportif de haut niveau dans un sport de combat comme toi tu l'as fait. Mais justement, parce que je pense que si moi, par exemple, j'avais eu cette opportunité au Cameroun, je n'aurais pas eu besoin de risquer ma vie. Fort heureusement pour moi, je me suis échappé, mais d'autres n'ont pas eu cette chance, tu vois. C'est aussi un moyen de combattre contre cette immigration et tout. Et je pense qu'on devait prendre conscience de ça et travailler sur ce point.